Votre batterie vient de mourir, pas celle de votre lampe torche, celle qui garde l'insuline de votre enfant au frais. Vous avez 48 heures avant que ce flacon ne devienne complètement inutilisable. Le générateur de secours? Il est dans votre garage depuis 3 ans et le carburant s'est transformé en vernis. Vos panneaux solaires? Ils alimentent une banque de batteries lithium qui subit une autodestruction chimique lente depuis le jour où vous l'avez installée. Et maintenant, au moment où vous en avez réellement besoin, vous apprenez la leçon la plus chère de votre vie. L'industrie de la survie vous a vendu de l'obsolescence programmée emballée dans du nylon tactique. Mais voici ce qu'ils ne vous ont pas dit. Il existe 3 technologies qui fonctionnent réellement, définitivement. Elles ne sont pas illégales. Elles sont simplement enterrées. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi une chimie de batterie vieille d'un siècle, un matériau qui défie la physique, et un réseau de communication construit par des anonymes pourraient vous rendre complètement indépendant du système conçu pour vous garder dépendant. Commençons par la plus grande arnaque de la préparation moderne. Première technologie. La batterie Edison. La chimie qu'ils veulent vous faire oublier. Chaque prépeur que j'ai rencontré a un problème de batterie. Il ne le sait pas encore. Mais il l'a. Vous avez des batteries plomb-acide dans le sous-sol. Des power banks lithium-ion dans le placard. Des batteries AGM câblées à votre installation solaire. Vous pensez construire de la résilience. Vous ne construisez pas. Vous construisez un cimetière de sources d'énergie à durée limitée. Et l'horloge tourne déjà. Voici ce que l'industrie énergétique ne vous dit pas en gros caractères sur l'emballage. Chaque chimie de batterie qu'on vous a dit de stocker a une durée de vie programmée. Et ce n'est pas accidentel, c'est rentable. Commençons par le lithium-ion, parce que c'est ce que tout le monde achète maintenant. Léger, haute densité énergétique, charge rapide, ça semble parfait, non? Faux. Chaque fois que vous chargez une cellule lithium, quelque chose appelé dendrite commence à pousser à l'intérieur. Ce sont des cristaux métalliques microscopiques. Pensez à des épines faites de lithium. Elles poussent de l'anode vers la cathode, lentement, invisiblement, cycle après cycle. Finalement, elles percent la membrane séparatrice. Quand ça arrive, vous obtenez un court-circuit interne. La cellule chauffe rapidement. Et si vous avez de la chance, elle cesse simplement de fonctionner. Si vous n'avez pas de chance, elle entre en emballement thermique et se transforme en source de chaleur incontrôlable. Mais même si vous évitez cette défaillance thermique, vous avez toujours un problème de durée de conservation. Les cellules lithium-ion se dégradent juste en restant là à ne rien faire. L'électrolyte se décompose. La capacité s'estompe. Après 5 ans de stockage, même si vous ne l'avez jamais utilisé une seule fois, vous avez perdu 20 à 30% de votre capacité. Après 10 ans, vous regardez un composant hors service. Maintenant, parlons du plomb acide parce que c'est le vieux fiable, non? La batterie que votre grand-père utilisait? Celle dans votre voiture. Technologie éprouvée. Oui, éprouvée pour avoir une durée de vie limitée. Les batteries plomb acide fonctionnent par une réaction chimique entre des plaques de plomb et de l'acide sulfurique. Chaque fois que vous déchargez la batterie, des cristaux de sulfate de plomb se forment sur les plaques. Quand vous rechargez, la plupart de ces cristaux se dissolvent dans l'électrolyte. La plupart, pas tous. Avec le temps, les cristaux qui ne se dissolvent pas s'accumulent. C'est appelé sulfatation. C'est permanent, c'est cumulatif. Et ça réduit progressivement la capacité de votre batterie jusqu'au jour où elle ne tiendra plus la charge. Vous obtenez peut-être 300 cycles de décharge profonde si vous la traitez gentiment. 500 si vous la dorlotez comme un nouveau-né, et ne déchargez jamais en dessous de 50%. Et le problème majeur, l'acide sulfurique est corrosif. Il attaque les plaques. Il dégage de l'hydrogène. Vous avez besoin de ventilation ou vous créez un risque d'explosion majeure. Et si vous la laissez geler, l'eau dans l'électrolyte se dilate et fissure le boîtier. Fin de vie immédiate. Alors, quelle est la réponse? Acheter plus de batteries? Continuer à faire tourner le stock comme si vous gériez un entrepôt? Non. La réponse a été brevetée en 1901 par Thomas Edison. Et l'industrie énergétique moderne a passé le siècle dernier à prétendre qu'elle n'existe pas. La batterie nickel-fer, la cellule Edison. Et ce n'est pas juste meilleur, c'est catégoriquement différent. Voici pourquoi. Cette batterie est chimiquement immortelle. L'électrolyte est de l'hydroxyde de potassium, c'est alcalin. Et voici la partie magique. Il ne participe pas à la réaction chimique. Il n'est pas consommé, il ne se dégrade pas. Il reste juste là agissant comme conducteur ionique. La réaction réelle se produit entre l'hydroxyde de nickel et le fer. Quand vous déchargez, le nickelisme est réduit et le fer est oxydé. Quand vous chargez, le processus s'inverse. L'hydroxyde de potassium, il regarde juste, c'est un spectateur, il ne vieillit pas. Cela signifie que vous pouvez charger et décharger cette batterie des milliers de fois sans la détruire. Les cellules originales d'Edison du début des années 1900. Certaines fonctionnent encore,
Nous ne parlons pas d'une affirmation marketing, nous parlons de batteries qui ont cyclé pendant plus d'un siècle et tiennent toujours la charge. Mais ça devient meilleur. Vous pouvez abuser de ces batteries de manière qui détruirait complètement n'importe quelle autre chimie. Surcharge-la. Elle fait juste buller l'énergie supplémentaire sous forme d'hydrogène et d'oxygène. Pas de feu, pas de réaction violente, elle ventile et vous pardonne. Décharge-la complètement à 0 volts et laisse-la comme ça pendant des mois. Le lithium serait hors service définitivement. Le plomb acide serait sulfaté en presse-papier. La cellule nickel-fer, vous la rechargez juste, elle se réveille, pleine capacité. Vous pouvez la congeler solide. L'hydroxyde de potassium ne se dilate pas comme l'eau. Le boîtier ne fissure pas. Dégelez-la et elle fonctionne. Vous pouvez la laisser dans un garage pendant 40 ans. Revenir pendant l'effondrement. Vider le vieux électrolyte. Rincer les cellules avec de l'eau distillée. Verser de l'hydroxyde de potassium frais. Et elle revient à près de 100% de capacité. Vos enfants pourraient hériter de cette batterie. Vos petits-enfants pourraient l'utiliser. C'est une technologie qui vous survit. Alors pourquoi diable ce n'est pas dans chaque cabane hors réseau? Pourquoi ça n'alimente pas chaque camping-car et système de secours en Europe? 2 raisons. Et aucune d'elles n'est la performance. Raison 1. Le poids. Le nickel et le fer sont des éléments lourds. Une batterie nickel-fer a environ la moitié de la densité énergétique du lithium-ion en poids. Pour la même quantité d'énergie stockée, vous regardez 2 à 3 fois le poids. Si vous construisez un système portable où vous devez porter votre alimentation, c'est rédhibitoire. Mais voici le truc. Si vous construisez une ferme autonome, si vous vous fortifiez chez vous, si vous avez fini de courir, si votre banque de batterie est dans un abri attaché à des panneaux solaires, le poids n'a pas d'importance. La longévité, oui. Et rien ne dure plus longtemps que le nickel-fer. Raison 2. Problème du modèle économique. C'est la vraie raison. Une batterie qui dure un siècle est une catastrophe pour une entreprise qui doit vous en vendre une nouvelle tous les 3 à 5 ans. Pensez-y. Si vous achetez une banque de batterie lithium aujourd'hui pour 10 000 €, dans 5 ans, vous en achetez une autre. Dans 10 ans, une autre. Sur 30 ans, vous avez dépensé 30 à 40 000 € en batterie. L'entreprise vous adore. Vous êtes un client récurrent. Vous générez des revenus. Mais si vous achetez une banque de batterie nickel-fer une fois, et qu'elle dure un siècle, vous avez terminé. Vous êtes sorti du marché. Vous n'êtes plus un client. Vous avez résolu votre problème définitivement. Et dans une économie construite sur l'obsolescence programmée et les modèles d'abonnement, une solution permanente est une menace. L'industrie outdoor, l'industrie du stockage d'énergie, tout le marché de la préparation était construit sur vous vendre des choses qui ont une durée de vie limitée pour que vous les rachetiez. Ils ne veulent pas que vous possédiez des solutions, ils veulent que vous louiez la survie. Et la batterie Edison brise ce modèle si complètement qu'elle a été silencieusement enterrée pendant des décennies. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez toujours obtenir ces batteries. De petites entreprises les fabriquent, principalement des fabricants en Chine et certaines opérations en Europe de l'Est. Elles ne sont pas commercialisées aux consommateurs. Elles ne sont pas sur les étagères de Leroy Merlin. Vous ne les verrez pas annoncées pendant la finale de la Champions League. Mais elles existent. Vous pouvez les commander. Et elles survivront à toutes les autres batteries de votre stock par un facteur de 10. Maintenant, voici la question critique que personne ne pose. Si vous avez un stockage d'énergie immortel, si vous avez de l'énergie qui dure un siècle, quelle est votre prochaine limitation? Nourriture? Eau? Bien sûr. Mais il y a quelque chose de plus immédiat. Quelque chose qui vous affectera gravement en heures, pas en jours. La température. Si vous ne pouvez pas piéger la chaleur, si vous ne pouvez pas vous protéger de l'entropie thermodynamique, toute l'énergie du monde ne vous sauvera pas. Vous succomberez à l'hypothermie. Et la façon dont on vous a appris à rester au chaud est un mensonge conçu pour vous garder encombrant, lent et achetant du nouvel équipement chaque saison. Deuxième technologie. La fumée gelée, le matériau qui ne devrait pas exister. L'industrie de l'équipement outdoor vous vend la même arnaque depuis 50 ans. Ils vous disent que chaleur égale épaisseur, que l'isolation signifie volume, que si vous voulez survivre à l'hiver, vous devez ressembler au bonhomme Michelin enveloppé dans un sac de couchage. Et vous le croyez parce que vous ne connaissez pas la science réelle. Voici la vérité. L'ennemi n'est pas le froid. Le froid est juste l'absence de chaleur. L'ennemi est la conduction. L'énergie thermique veut se déplacer du chaud vers le froid, de votre corps vers l'air. C'est la thermodynamique. Vous ne pouvez pas négocier avec elle. Vous ne pouvez pas la soudoyer. Mais vous pouvez la tromper. Et la façon dont vous la trompez n'a rien à voir avec l'épaisseur de votre veste. La chaleur se déplace à travers les matériaux de 3 façons. Conduction, convection et radiation. La conduction est le transfert direct à travers un solide. Le métal est excellent pour ça. C'est pourquoi le manche d'une casserole en acier devient chaud. La convection est le transfert de chaleur par des fluides ou des gaz en mouvement.
C'est pourquoi le vent vous refroidit. Il éloigne l'air chaud de votre peau. La radiation est le transfert de chaleur par ondes électromagnétiques. C'est comme ça que le soleil vous réchauffe, même si l'espace est un vide. Pour arrêter la perte de chaleur, vous devez bloquer les trois. L'isolation traditionnelle, comme les plumes de duvet ou les fibres synthétiques, fonctionne en piégeant l'air. L'air est un terrible conducteur. Mais voici le problème. Si l'air peut bouger, vous obtenez de la convection. L'air chaud monte, l'air froid descend, et vous perdez de la chaleur. Donc vous devez piéger l'air dans de minuscules poches qui empêchent le mouvement. C'est ce que fait le duvet. C'est ce que fait la polaire. Il crée des milliers de minuscules poches d'air, mais il y a une limite. Les poches ne peuvent devenir que si petites avant que le matériau ne devienne trop dense et lourd. Et si le matériau est mouillé, les poches d'air se remplissent d'eau, qui est un conducteur fantastique. Votre isolation s'effondre. Vous êtes maintenant enveloppé dans une couverture froide et humide qui tire activement la chaleur hors de votre corps. Les gens succombent à l'hypothermie comme ça. L'effet est rapide et dangereux. Donc la solution de l'industrie est de rendre l'isolation plus épaisse. Plus de gonflant, plus de poches d'air. C'est pourquoi les vestes d'hiver ressemblent à des chars de carnaval. Mais il y a un matériau qui résout ce problème si élégamment, si complètement que ça ressemble presque à tricher la physique. Et l'industrie outdoor ne l'utilise pas parce que si elle le faisait, vous n'achèteriez jamais une autre veste. Ça s'appelle l'aérogel de silice. Ils l'appellent fumée gelée parce que ça ressemble à du brouillard bleu piégé dans un solide. Et c'est, sans exagération, le matériau le plus isolant thermiquement sur la planète Terre. Voici ce que c'est. L'aérogel de silice est un gel où le composant liquide a été remplacé par du gaz par un processus appelé séchage supercritique. Ce qui reste est une structure nanoporeuse faite de dioxyde de silicium, le même truc que le verre. Mais au lieu d'être dense, c'est 99,8% d'air. Les 2% restants sont un réseau délicat de nanoparticules de silicium interconnectées. Maintenant, voici où ça devient fou. Les pores dans ce matériau sont mesurés en nanomètres. C'est un milliardième de mètre. Pour mettre ça en perspective, un cheveu humain fait environ 70 000 nanomètres de large. Les pores dans l'aérogel sont entre 2 et 50 nanomètres. C'est plus petit que la longueur d'onde de la lumière visible. Et ça crée quelque chose appelé l'effet Knudsen. Les molécules d'air font environ 0,3 nanomètres de diamètre. Quand les pores dans un matériau deviennent comparables à la taille des molécules essayant de se déplacer à travers eux, le gaz arrête de se comporter comme un gaz. Les molécules ne peuvent pas circuler librement. Elles entrent en collision avec les parois des pores, plus souvent qu'elles n'entrent en collision entre elles. Cela brise la convection. Il n'y a pas de mouvement en masse d'air. La chaleur ne peut pas se transférer par convection parce que l'air est physiquement piégé au niveau moléculaire. En plus de ça, la structure solide de l'aérogel lui-même est si fine et clairsemée que la conduction est presque inexistante. Et parce que c'est principalement de l'air, il y a très peu de masse pour conduire la chaleur. Vous avez essentiellement supprimé la conductivité thermique. Le résultat, un matériau avec une conductivité thermique aussi basse que 0,013 watts par mètre Kelvin. Pour comparer, l'isolation en fibre de verre est autour de 0,04. Les plumes de duvet sont autour de 0,025. L'aérogel est la moitié de ça. Et voici le coup de grâce. Vous pouvez le rendre mince. Une couche de 3 mm d'aérogel isole aussi bien que 3 cm de duvet. Vous pouvez le comprimer, vous pouvez le plier, et il ne perd pas de performance quand il est mouillé parce qu'il est hydrophobe. L'eau ne colle pas dessus. Voici la démonstration classique. Vous prenez une fine galette d'aérogel, 1 cm d'épaisseur, vous mettez votre main d'un côté, de l'autre côté, vous appliquez un chalumeau, plus de 1000 degrés Celsius. Flamme bleue, l'aérogel brille orange de la chaleur. Mais votre main ne sent rien. Vous pourriez tenir un glaçon et il ne fondrait pas. Vous pourriez tenir du chocolat et il resterait solide. La chaleur ne se transfère pas. Elle est bloquée à l'échelle nano. Ce matériau a été développé par la NASA pour les rovers martiens. Ils l'ont utilisé pour isoler l'électronique dans un environnement où les températures oscillent de moins 120 degrés Celsius la nuit à plus 20 pendant le jour. Il a été utilisé dans les combinaisons spatiales. Il a été utilisé dans l'exploration en eau profonde. Il fonctionne définitivement. Il ne se dégrade pas. Il ne se comprime pas et ne perd pas de gonflant comme le duvet. Il n'absorbe pas l'eau. Il reste juste là, défiant la thermodynamique pour toujours. Alors pourquoi toutes nos vestes ne sont pas faites de ça ? Pourquoi chaque sac de couchage n'est pas doublé d'aérogel ? Pourquoi ce n'est pas la norme pour l'équipement par temps froid ? Coût et modèle économique.
Fabriquer de l'aérogel nécessite un processus de séchage supercritique. Vous prenez un gel, généralement fait d'un précurseur de silice, et vous le chauffez sous haute pression jusqu'à ce que le liquide à l'intérieur atteigne un état supercritique où la distinction entre liquide et gaz disparaît. Ensuite, vous évacuez lentement la pression et le liquide s'évapore sans effondrer la structure. C'est délicat. C'est énergivore. Et ça nécessite de l'équipement industriel. C'est cher à faire à l'échelle. Mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison est que si vous vendiez une veste de 3 mm d'épaisseur, pesant 100 grammes, vous gardant au chaud à moins 40 degrés, et que cette veste durait 20 ans sans perdre de performance, vous détruiriez le marché de l'habillement d'hiver. Personne n'achèterait un nouveau manteau. Personne ne ferait de mise à niveau. Vous vendriez une veste par client et ne les reverriez plus jamais. Le modèle économique entier de la mode saisonnière et de l'obsolescence programmée s'effondre. Mais voici le truc. L'isolation en aérogel existe. Vous pouvez l'acheter. Il y a des entreprises qui l'intègrent dans les vêtements. Oros Apparel fait des vestes avec isolation en aérogel. Elles ne sont pas bon marché. Une veste coûte 200 à 400 €, mais comparez ça à une parka en duvet haut de gamme qui coûte la même chose et dure 5 ans avant que le duvet commence à s'agglomérer et perdre du gonflant. La veste en aérogel la survivra d'une décennie, et dans un scénario d'effondrement, avoir de l'équipement qui ne cesse pas de fonctionner vaut plus que l'or. Vous pouvez aussi acheter de l'isolation en aérogel brut. Pyrogel et cryogel sont des noms de marque. Ça vient en couverture flexible. Vous pouvez en tapisser votre abri, vous pouvez envelopper des tuyaux, vous pouvez isoler un sac de couchage. Une couche de 5 mm vous donne l'isolation de 5 cm de mousse. Vous venez de rendre votre abri de bug-out 10 fois plus chaud, sans ajouter de volume. La science est solide, le matériau est prouvé. Il a juste été gardé de niche parce que l'adoption généralisée réduirait trop de flux de revenus. Vous avez l'énergie immortelle. Vous avez l'isolation thermodynamique qui vous rend intouchable par le froid. Vous êtes physiquement en sécurité. Mais la sécurité physique n'est que la moitié de l'équation. Dans un effondrement du réseau, l'information est la survie. Et si vous comptez sur les tours de téléphonie cellulaire, les satellites ou toute infrastructure contrôlée par des entités centralisées, vous attendez juste que quelqu'un appuie sur un interrupteur et vous réduise au silence? Vous devez communiquer. Et vous devez le faire d'une manière qui ne peut pas être arrêtée, ne peut pas être surveillée et ne dépend de la permission de personne. C'est là que la troisième technologie entre en jeu. Et c'est la plus dérangeante pour le système. Troisième technologie, la grille fantôme, le réseau que personne ne contrôle. La plupart des preppers pensent qu'ils ont géré la communication. Ils achètent une radio portable Baofeng. 30 € sur Amazon, ça fait tac-tac, ça vient en camouflage. Ils programment quelques fréquences PMR ou radio amateur. Et ils pensent qu'ils sont prêts. Ils ne le sont pas. Ils portent une responsabilité déguisée en outil. Voici le problème avec les radios bidirectionnelles traditionnelles. Elles sont conçues pour la communication point à point. Vous transmettez, je reçois. C'est tout. S'il y a une montagne entre nous, s'il y a un bâtiment sur le chemin, si vous êtes à plus de quelques kilomètres, nous ne pouvons pas parler. Le signal ne plie pas. Il ne contourne pas les obstacles. Vous êtes limité par la ligne de vue et le terrain. Et dans un effondrement, le terrain est tout. Mais le plus gros problème, chaque fois que vous appuyez sur ce microphone, vous diffusez sur une fréquence spécifique. N'importe qui avec un récepteur peut vous entendre. N'importe qui, avec une antenne directionnelle et des compétences de triangulation de base, peut déterminer où vous êtes. Vous ne communiquez pas. Vous annoncez votre emplacement. Vous sonnez la cloche du dîner pour quiconque a faim, désespéré ou hostile, et vous ne pouvez pas crypter facilement les transmissions vocales FM analogiques. Si vous êtes sur les bandes radioamateurs, le cryptage est en fait illégal, donc chaque mot que vous dites est public. L'armée a résolu ça il y a des décennies avec le saut de fréquence et les communications numériques cryptées. Mais ça nécessite des radios coûteuses, des réseaux coordonnés et de l'infrastructure. Vous n'avez pas ça. Alors que faites-vous? La réponse n'est pas plus de puissance, c'est une meilleure topologie. Et c'est là que Meshtastic change tout. Meshtastic n'est pas une radio au sens traditionnel. C'est un réseau de communication décentralisé, crypté, basé sur le texte qui fonctionne sur le protocole LoRa, Long Range. Et c'est construit sur un principe qui le rend presque impossible à arrêter. Chaque appareil sur le réseau est à la fois un client et un répéteur. Il n'y a pas de serveur central, il n'y a pas de point de défaillance unique. C'est un maillage. Voici comment ça fonctionne. Disons que je veux vous envoyer un message. Vous êtes à 24 km à travers un terrain vallonné. La ligne de vue directe est impossible. Avec une radio traditionnelle, c'est terminé. On ne peut pas communiquer. Mais avec Meshtastic, mon appareil n'essaie pas juste de vous atteindre directement. Il envoie le message à chaque appareil proche sur le réseau. Disons qu'il y a un nœud à 1,5 km sur la maison de votre voisin. Mon message saute vers cet appareil.
Cet appareil voit un autre nœud à 5 km sur une colline. Il saute à nouveau. Puis vers un autre nœud près d'une rivière. Puis vers un à la périphérie de la ville. Puis finalement vers vous. Le réseau route le message à travers le chemin de moindre résistance. Automatiquement. Intelligemment. Et si un nœud tombe hors ligne, le réseau se guérit lui-même. Il trouve une autre route. Plus vous ajoutez d'appareils, plus le réseau devient fort. C'est antifragile. Vous ne pouvez pas le stopper en détruisant une tour centrale parce qu'il n'y a pas de tour centrale. Chaque nœud est la tour. Le protocole s'appelle LoRa. Long Range. C'est une technique de modulation qui échange la vitesse de données contre la distance. Vous ne diffusez pas de vidéo. Vous envoyez des messages texte, des coordonnées GPS et des données de capteurs. Un appareil LoRa typique transmettant à 25 mW peut atteindre 8 à 16 km en terrain ouvert, depuis une colline ou un grand bâtiment, 50 km. J'ai vu des rapports de transmission en ligne de vue atteignant plus de 160 km. Et dans un maillage urbain dense avec des dizaines de nœuds, vous pouvez envoyer des messages à travers une ville entière sans compter sur une seule pièce d'infrastructure corporative. La consommation d'énergie est absurdement faible. Un appareil meshtastic fonctionnant sur une petite batterie lithium et un panneau solaire de 5 watts peut rester en ligne indéfiniment. Vous regardez des milliwatts de consommation d'énergie pendant la transmission et des microwatts en mode veille. Une seule batterie 18650 peut alimenter un nœud pendant des semaines. Et voici la partie critique, c'est crypté. Les messages sont protégés par cryptage AES 128 par défaut. Vous pouvez configurer des canaux privés avec vos propres clés de cryptage. Aucune métadonnée ne fuit vers les compagnies de télécommunications. Pas de triangulation par des espions occasionnels. Vous opérez dans le spectre, mais vous êtes invisible, à moins que quelqu'un connaisse votre canal spécifique et votre clé. C'est la communication pair à pair utilisant la physique qui précède les gouvernements. Les ondes radio ne se soucient pas des frontières, elles ne se soucient pas des lois. Elles se propagent selon la loi du carré inverse et les propriétés de l'ionosphère. Vous ne pouvez pas interdire la physique. Alors pourquoi cette technologie n'est-elle pas partout? Pourquoi n'en avez-vous pas entendu parler aux infos? Pourquoi Orange ne vend pas de téléphone meshtastic? Parce que la communication décentralisée est un problème pour le contrôle centralisé. Les compagnies de télécommunications gagnent de l'argent en possédant l'infrastructure et en vous louant l'accès. Frais mensuels, contrats de service, plafonds de données. Si tout le monde passait à meshtastic, si les communautés construisaient leurs propres réseaux maillés locaux, le modèle économique entier des télécommunications s'effondre. Vous n'êtes plus un client. Vous êtes l'infrastructure. Les gouvernements n'apprécient pas ça non plus parce qu'un réseau de communication qu'ils ne peuvent pas arrêter est un réseau qu'ils ne peuvent pas contrôler facilement. Ils ne peuvent pas le censurer. Ils ne peuvent pas le mettre sur écoute facilement. Ils ne peuvent pas couper une région pendant une manifestation ou un désastre. Le réseau est possédé par personne et tout le monde. C'est l'équivalent numérique de la communication distribuée. Et c'est exactement pourquoi ça m'a été gardé de niche. Le matériel existe, le logiciel est open source, le protocole est documenté. Mais il n'y a pas de budget marketing. Pas de publicité pendant la finale de la Coupe du Monde. Pas de boutique d'opérateurs qui le poussent. Il existe dans la communauté des hobbyistes, parmi les opérateurs radioamateurs, et dans la clandestinité des preppers. Et c'est là qu'il est le plus précieux. Vous pouvez acheter des appareils meshtastic maintenant. Des marques matérielles comme Heltec, TTGO, LilyGo et Rack Wireless fabriquent des cartes de développement LoRa pour 30 à 70 €. Vous les flashez avec le firmware meshtastic. Les appairez à votre téléphone via Bluetooth, et vous êtes sur le réseau. Terminé. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels, pas de conditions d'utilisation. Vous possédez l'appareil, vous possédez le réseau. Mais voici le piège, un appareil est inutile. C'est juste une radio criant dans le vide. 2 appareils, vous avez une communication point à point avec cryptage et meilleure portée qu'un Baofeng. 5 appareils dans un quartier, vous avez un maillage. 10 appareils à travers une ville, vous avez une toile de communication résiliente. 50 appareils dans une région, vous avez un réseau robuste qui peut coordonner, avertir et organiser sans une seule corporation impliquée. L'effondrement ne sera pas survécu par des loups solitaires, il sera survécu par des réseaux, par des communautés qui ont compris comment communiquer quand les tours de téléphonie cellulaire cessent de fonctionner. Et meshtastic est comment vous construisez ce réseau avant d'en avoir besoin. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi c'est l'élément le plus dérangeant de cette liste. Pas parce que c'est nuisible, mais parce que ça vous rend difficile à contrôler. Le schéma. Pourquoi la bonne technologie est enterrée? Prenons du recul et regardons ce que nous venons de couvrir. 3 technologies. Une batterie qui dure 1 siècle. Une isolation qui défie la thermodynamique avec précision à l'échelle nano. Et un réseau de communication qui ne peut pas être arrêté. Et je parie qu'avant aujourd'hui, vous n'aviez jamais entendu parler d'aucune de ces technologies dans un contexte de survie grand public.
Ce n'est pas un accident. C'est un schéma. L'économie moderne n'est pas construite sur la résolution de problèmes. Elle est construite sur la gestion de problèmes, sur vous vendre un soulagement temporaire qui nécessite un renouvellement. Chaque produit est conçu avec une date d'expiration. Pas parce qu'il le doit, mais parce qu'un client qui résout son problème définitivement est un client que vous perdez pour toujours. La batterie nickel-fer est l'exemple parfait. Elle était commercialement disponible pendant des décennies. Edison l'a commercialisée pour les véhicules électriques dans les années 1910 et 20. Elle alimentait l'équipement minier, les signaux ferroviaires et les systèmes de secours. Elle fonctionnait parfaitement. Puis, le lithium-ion est arrivé. Plus léger, densité énergétique plus élevée, spécifications plus attrayantes sur papier. Et il cesse de fonctionner en 5 ans. Les constructeurs automobiles n'ont pas choisi le lithium parce que c'était meilleur pour le consommateur. Ils l'ont choisi parce que c'était meilleur pour les affaires. Une batterie qui cesse de fonctionner signifie un client qui revient. L'aérogel existe depuis les années 1930. Il a été inventé par Samuel Kistler. La NASA l'utilise depuis les années 90. Nous l'avons envoyé sur Mars. Nous l'avons utilisé dans les combinaisons spatiales et les submersibles en eau profonde. La science est prouvée. Le matériau fonctionne. Mais votre manteau d'hiver est toujours rempli de plumes de duvet qui s'agglomèrent quand elles sont mouillées et perdent du gonflant après 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'une veste qui dure 20 ans sans se dégrader met en danger le modèle de revenu de l'industrie de l'habillement. Ils ont besoin que vous achetiez un nouveau manteau toutes les quelques saisons. L'aérogel empêche ça. Meshtastic est un logiciel open source fonctionnant sur du matériel marchand bon marché. Le protocole LoRa est public. Le cryptage est fort. La portée est extraordinaire. Mais vous n'avez jamais vu un panneau publicitaire pour ça. Vous ne l'avez jamais vu dans une boutique d'opérateurs. Parce qu'un réseau de communication qui ne nécessite pas de frais mensuels, qui ne génère pas de contrat de service, qui ne récolte pas vos données pour revente, ne génère pas de revenus pour les corporations de télécommunications. Ils veulent que vous louiez une connexion, pas que vous en possédiez une. C'est le jeu. Chaque fois qu'une technologie est trop bonne, trop permanente, trop libératrice, elle est silencieusement exclue du grand public. Pas interdite, pas illégale. Juste gardée de niche, gardée obscure, cachée derrière le jargon industriel ou les communautés de hobbyistes. Donc, quand la personne moyenne entre dans un magasin pour acheter de l'équipement de survie, on ne lui montre que les produits qui nécessiteront un remplacement. Les produits qui la gardent dépendante. Les produits qui génèrent des revenus récurrents. Et l'industrie n'enterre pas juste la bonne technologie. Elle commercialise activement les alternatives avec durée de vie limitée. Elle dépense des milliards en publicité pour les batteries lithium. Elle sponsorise des influenceurs pour examiner les dernières vestes gonflées. Elle s'associe avec des géants des télécommunications pour pousser les smartphones et les forfaits de données. Le message est clair, achetez ceci, améliorez l'année prochaine, restez dans le cycle. Mais la science ne se soucie pas des budgets marketing, la physique ne se soucie pas des bénéfices trimestriels. Et les gens qui comprennent la science, qui creusent au-delà de la publicité, qui posent les questions difficiles, ce sont ceux qui construisent la vraie résilience. Le mot final, vous ne pouvez pas acheter l'indépendance, vous la construisez. Alors voici ce à quoi ça se résume. Vous avez 3 pièces du puzzle. Stockage d'énergie immortelle qui vous survit. Isolation qui bloque la perte de chaleur à l'échelle nano. Une grille de communication que personne ne contrôle. Ce ne sont pas juste des outils, ce sont des sorties. Ce sont des moyens de sortir du cycle de dépendance sur lequel l'économie moderne est construite. La vraie préparation ne consiste pas à accumuler ce qu'ils vous vendent au magasin. C'est comprendre la science qu'ils ne publicisent pas. C'est savoir pourquoi une technologie fonctionne, ce qui la rend robuste, et pourquoi le marché a commodément oublié qu'elle existe. La batterie nickel-fer ne stocke pas juste de l'énergie, elle fait de vous une centrale électrique. L'aérogel ne vous garde pas juste au chaud, il vous rend thermodynamiquement intouchable. Meshtastic ne vous donne pas une radio, il fait de vous un nœud dans un réseau qui ne peut pas être arrêté, et rien de ceci n'est illégal, rien n'est restreint, vous pouvez tout acheter maintenant, vous devez juste savoir que ça existe. Le système ne le cache pas derrière des murs, il le cache derrière le silence, derrière l'obscurité, derrière le bruit d'un millier de produits avec durée de vie limitée criant pour votre attention. Maintenant, je veux vous entendre. Quelles autres technologies appartiennent à cette liste ? Quel équipement avez-vous trouvé qui résout un problème si bien que c'est presque suspect qu'il ne soit pas grand public ? Laissez-le dans les commentaires parce que plus nous partageons, plus nous sommes difficiles à contrôler. Restez curieux, restez indépendants. La physique n'accepte pas les compromis.